je suis Fernanda Bandangono, je suis doctorante en sciences sociales appliquées à l'Université du Québec en Outaouais. Je vais vous présenter un des résultats de ma thèse de doctorat qui démontre notamment comment, à travers la recomposition des territoires, les communautés qui vivent dans la réserve de faune du Dja parviennent à transcender les injustices environnementales et sociales que leur impose l'inscription de leur site dans la liste du patrimoine mondial naturel de l'UNESCO. Généralement, lorsqu'il est question d'injustice environnementale, on pense d'abord aux maux écologiques que subissent de façon disproportionnée certaines populations en fonction de la catégorie sociale et aussi de leur situation géographique. Par exemple, à travers les changements climatiques, la pollution, qui sont souvent les préoccupations les plus importantes des mouvements écologiques en ce qui concerne la justice environnementale. Les stratégies de conservation sont souvent proposées comme solution. Et pourtant, elles peuvent parfois être vectrices de profondes injustices sociales et écologiques. C'est le cas notamment de l'inscription des sites naturels dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, encore appelée la patrimonialisation mondiale ou encore la patrimondialisation par certains auteurs. C'est un processus à travers lequel les paysages, des objets et des sites divers du monde entier deviennent des biens du patrimoine mondial, encore appelés les biens du patrimoine de l'humanité par certains. À travers ce processus et du fait de leur valeur dite universelle exceptionnelle, ces biens-là doivent être protégés et conservés de génération en génération et au-delà des territoires où ils sont situés. C'est un processus qui a été engendré par l'UNESCO et qui est régulé par une convention. Il a permis à plus de 1000 sites dans le monde de devenir des biens de l'humanité. S'il est vrai que de nombreux bénéfices sont relevés concernant ce label, notamment ses impacts économiques et sa portée sur la valorisation des identités, il n'en reste pas moins qu'il peut s'avérer problématique. C'est du moins ce qui ressort de l'étude que j'ai menée dans le cadre de ma thèse. Il s'agit d'une étude de cas, celle de la réserve de faune du Dja, une étendue forestière de 526 000 hectares de forêt qui est située entre les régions de l'Est et du Sud Cameroun en Afrique centrale. La réserve de faune du Dja, c'est le territoire ancestral des pygmées Baka et des peuples bantous forestiers qui l'occupent depuis des siècles, voire des millénaires. J'ai conjugué dans ma méthodologie les approches de l'anthropologie du droit à celle de l'analyse sociologique. J'ai également mené une enquête de terrain de 6 mois qui m'a permis de mener des entrevues individuelles et de groupes semi-directifs et aussi de procéder à la cartographie participative pour comprendre l'inscription territoriale des communautés qui habitent ce territoire-là. Durant mon enquête de terrain, j'ai également fait de l'observation directe. Les données qui ont été collectées durant mon terrain ont été ajustées, ont été conjuguées à celles de l'analyse juridique, du droit coutumier, de la réglementation nationale, ainsi que de l'analyse documentaire. De ce qui est ressorti de notre terrain en ce qui concerne l'inscription de la réserve de faune du Dja dans la liste du patrimoine mondial, on peut dire que ce processus est venu renforcer et parachever une politique d'exclusion et d'expropriation qui avait commencé durant l'époque coloniale. Généralement, les biens du patrimoine naturel sont d'abord des aires protégées. La réserve de faune du Dja a été créée en 1950 durant l'époque coloniale. C'est également à la même époque que les communautés ancestrales, qui étaient pour la plupart plus ou moins nomades, vont être forcées à se sédentariser aux abords des pistes. Mais il semble que durant cette époque, et malgré sa création, les communautés continuaient toujours à avoir leur mode de vie ancestral. En 1980, la réserve est classée comme réserve de biosphère, c'est-à-dire un territoire dans lequel la conservation, l'utilisation traditionnelle et la recherche se côtoient pour le développement durable. 7 ans après, la réserve est inscrite dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa beauté exceptionnelle, la richesse de sa biodiversité, qui témoignait pour l'UNESCO et pour l'État camerounais d'une valeur universelle exceptionnelle. À partir de la même décennie, on va remarquer que autour de la réserve du Dja, autour de ce bien inscrit dans la liste du patrimoine mondial, il y aura une prolifération
des titres accordés à des entreprises minières, forestières et des agro-industries. Cette inscription de la réserve du Dja semble aux antipodes des bénéfices économiques que cette labellisation des territoires et des sites dans lesquels ils sont situés apporte, dans certains cas en Europe ou en Amérique, notamment le fait qu'il n'y ait aucun impact, qu'il s'agisse du développement des infrastructures ou alors l'amélioration des conditions de vie des communautés. Au contraire, on remarque plutôt que l'inscription de ce site dans la réserve du Dja a été vecteur d'injustice sociale et environnementale qui a justement été engendrée par le fait que cette inscription a été impulsée et construite du haut. Après ces constats, on s'est principalement demandé comment les communautés de cette réserve-là ont réagi à ce processus de défabrication et de dépatrimonialisation de leur territoire. Quand l'on sait que dans la littérature sur les politiques de gestion des forêts, notamment celles qui concernent les forêts en Afrique centrale, les spécialistes et les experts décrivent souvent la réaction des communautés et de leur système face aux politiques de gestion des forêts, face à ces politiques descendantes en termes de résilience ou encore d'homogénéisation. La question mérite d'être posée. Est-ce que les communautés et leurs systèmes ont été résilients face à la patrimonialisation ou alors est-ce qu'il y a eu une homogénéisation vis-à-vis de ce processus? Nous pensons pour notre part et de ce qui ressort de notre terrain que cette recomposition que les communautés ont mis en avant est innovante et son résultat l'est également. D'abord parce qu'elle repose sur des facteurs endogènes. Elle n'a rien à voir avec les recompositions territoriales qui prennent corps du fait des reconfigurations territoriales par l'action des institutions étatiques. Dans le cas de la réserve de faune du Dja, la recomposition repose plutôt sur un processus dynamique de mobilisation des communautés qui sont devenues comme des acteurs locaux, qui se sont mobilisés au-delà des cadres imposés par la patrimonialisation et leur système traditionnel. La recomposition ici passe donc par l'ajustement des tensions majeures entre cette politique qui leur était imposée et leur système coutumier d'inscription territoriale. Cette tension entre ces deux composantes était alimentée par les paradigmes, des stratégies d'acteurs et des représentations. En ce qui concerne la recomposition des représentations, les communautés, du moins celles du groupe COSIME, ont récupéré le terme patrimoine dans leur discours pour en faire un objet politique et un instrument de pouvoir et de négociation dans leurs relations avec les acteurs qui interviennent dans leur espace. Traditionnellement, il n'y avait pas un attachement matériel aux choses, tel que le projette la conception occidentale du patrimoine portée par l'UNESCO. C'était plutôt la fonction, l'utilisation et le symbolisme qui étaient souvent l'ancrage de la sauvegarde et de la transmission des legs des ancêtres et non un objet ou un site en lui-même par ces communautés. On remarque donc que lorsque on analyse le discours des communautés, on se rend compte que désormais, la dimension pittoresque et le grandiose est rentrée dans leur représentation. Cet ancrage du patrimoine dans les représentations sociales de ces communautés sert à valoriser leur rôle de gardien de cette forêt pour faire reconnaître leur lien ancestral et leurs droits sur ce dernier. Cette appropriation de l'idée de patrimoine comme vectrice de droits particuliers reconnus aux communautés par l'humanité tout entière se matérialise sur la nouvelle configuration de l'action autour de ces territoires. On se rend compte que malgré une certaine centralisation de la gouvernance du site et de leur exclusion, les communautés se sont organisées pour donner leur opinion et porter leur voix dans la gouvernance de cet espace dont ils assurent maintenant la surveillance. On est parti d'un système coutumier où traditionnellement la gouvernance de la forêt reposait sur les interdits et le respect des principes d'occupation à un système de gouvernance organisé entre associations et organisations fédérées à partir de leur autorité traditionnelle et aussi au-delà des clans, des villages et des territoires ancestraux. Le réseau des organisations ainsi créé entre les communautés qui vivent dans la réserve du Dja va créer des liens avec les organisations de la société civile avec lesquelles ils développent depuis un moment des stratégies de défense communautaire de leur patrimoine. La question que l'on peut se poser est de savoir si ces nouvelles formes de territorialité transcendent complètement les logiques traditionnelles et les logiques modernes pour traduire ce que Frédéric Giraud appelle
la postmodernité territoriale. Dans notre cas, la recomposition des territoires se présente comme l'ajustement d'un territoire complexe, ici la réserve de faune du Tchad, à la tension d'une politique extérieure, la patrimonialisation mondiale. Elle remet en question les partisans de l'approche de l'homogénéité qui nie parfois la singularité des territoires et pose leur fin comme une évidence en Afrique. Comme des spécialistes l'avaient déjà documenté dans certains cas, pour le cas de la réserve de faune du Djan, on constate une nouvelle configuration territoriale caractérisée par le dépassement des attributs imposés par l'État moderne et la remise en question, la revision du système coutumier. On peut donc dire, pour finir, que la postmodernité territoriale permet d'entrevoir, dans ce cas, une reconfiguration des principes territoriaux à travers une imbrication des différents héritages institutionnels. Je vous remercie.